Bonjour Marie Charelle, nous sommes ravis de vous recevoir à Faites-moi lire au Champ Libre de Rennes. Bonjour. Marie Charelle, vous débutez votre carrière de romancière en 2010 avec Une fois ne compte pas. Après 6 romans et un premier essai, vous revenez en ce mois de janvier, ou plutôt pas en ce mois comme nous sommes le 2 février 2024, avec La fille de Lake Placid. Qui est la fille de Lake Placid? Eh bien, c'est la chanteuse Lana Del Rey. Ses chansons comptent à ce jour plusieurs milliards d'écoutes dans le monde, notamment son titre « Summertime Sadness » qui en réunit à lui seul près de 2 milliards. Cela valait bien une biographie, du moins une biographie romancée. Ce trajet existentiel de Lana Del Rey commence par une rencontre traumatisante en 1960 et finit par un concert avec une icône culte des années 60-70, John Baez. Marie Charelle, quand avez-vous découvert Lana Del Rey? Qu'est-ce qui vous a fasciné? Qu'est-ce qui vous a conduit à faire émerger ce projet? Je l'ai découvert, je pense, un peu comme tout le monde, au moment où son clip Video Game a envahi YouTube et les réseaux, où tout le monde était un peu fasciné par cette créature étrange avec une voix superbe. Et pourquoi ce livre? C'est quand donc la maison d'édition Les Pérégrines a cette collection Les Audacieuses, qui revisite des figures de femmes audacieuses par le roman, qui m'ont demandé de réfléchir à un tel personnage. Et j'ai pensé à Lana Del Rey. Pourquoi elle? Moins pour ses chansons que pour sa poésie, parce qu'elle publie aussi de la poésie que j'apprécie beaucoup. Et je me suis dit, tiens, derrière ce personnage voluptueux, très féminin, se cache une poète. Et ça, c'est intéressant. La poésie, c'est audacieux en vérité. De fait, c'est d'ailleurs ce qui va lui permettre de décrocher son concert avec John Baez. Ce n'est pas tant ses chansons que John Baez écoute que la lecture de son carnet de poèmes qu'elle va lire et qui va la séduire, c'est ça? Oh, il n'y a sans doute pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est un élément non négligeable, c'est cela? Ça a pu jouer, je pense. En tout cas, sur l'écriture, elle voit en elle ce qu'elle est, à savoir une poète. Je pense que c'est avant tout une poète, pour moi. D'accord. À partir de quels matériaux et quelles sources vous avez travaillé? Alors, beaucoup de sources. Côté John Baez, c'est assez facile parce qu'il y a beaucoup de biographies, beaucoup de documentaires. Lana Del Rey, il y a moins de choses. Il y a des interviews qu'elle a données, elle en donne un peu moins. Il y a la presse. Et puis, il y a ses chansons et ses poèmes. Et je me suis beaucoup basée sur ça, en fait, pour essayer de recréer son parcours, essayer de voir quelle était sa sensibilité, les personnes qui l'ont marqué. C'est un peu un jeu de pistes à travers ses poèmes et ses textes qui m'ont aidé à en faire un personnage de roman. Si je comprends bien, c'est que vous dites que vous avez en quelque sorte remonté le courant vers la source existentielle à travers sa création par chanson, etc. Et donc vous avez décodé en quelque sorte, c'est ça? Décodé avec un jeu de pistes, un double jeu de pistes, puisqu'il y a Lana Del Rey, qui est le personnage qu'elle a créé pour scène, qui est très intéressant, qui est un peu lynchien, étrange. Et puis derrière, il y a Elizabeth Grant, l'artiste. Et l'idée de ce roman, c'était aussi de voir comment une jeune femme crée ce personnage de scène, quel est un peu aussi le rapport entre les deux, et puis, par la liberté du roman, d'explorer ce personnage de Lana Del Rey avec toute sa dimension lynchienne, américaine, et qui va être très inspirante. On va y venir. Vous lui avez envoyé votre manuscrit avant ou après? On lui a envoyé comme à John Baez. Voilà, après c'est en français. Donc, une fois paru. Ouais. C'est-à-dire vous n'avez pas eu d'échange avec elle avant la rédaction de votre roman? Non, parce que c'est pas une biographie. Oui, c'est ça, voilà. C'est vraiment, on est dans le roman pur avec des faits biographiques. Il n'y a rien d'inventé dans les faits strictement concernant sa vie, mais du coup, voilà, on est vraiment du côté du roman et assumé comme tel. Alors, sans résumer le livre, vous pourriez quand même donner une sorte d'aperçu de sa biographie, c'est-à-dire du moins le passage d'Elisabeth à Lana, rapidement? Alors, c'est tout ce parcours entre la fillette qui grandit à Lake Placid, déjà cette ville intrigante avec ses montagnes, ses forêts. Elle va, si on passe très très vite, commencer à chanter à New York. Elle est étudiante aussi, elle s'essaye sur les petites scènes, elle cherche son personnage. On a quelques archives qui montrent qu'elle tâtonne. Et puis, à un moment, elle éclate avec ce clip qui l'a fait connaître et où tout de suite, il y a eu un soupçon sur mais quelle est cette créature des labels, c'est fake, elle n'est pas vraie. Or, c'est une vraie artiste et elle le prouve puisqu'elle est toujours là plus d'une décennie après. Donc l'idée, c'était de voir comment s'est opérée cette métamorphose et qu'est-ce qui a accroché
dans son personnage, c'est John Baez qui a peint son portrait. Et ça m'a beaucoup inspiré. C'est pas rien de peindre le portrait de quelqu'un. Il faut quand même... c'est une expérience de l'intimité de l'autre. C'est une expérience de l'intimité, et puis elle ne peint que des personnes qu'elle admire. Donc ça en disait aussi beaucoup de choses sur leur rencontre. Alors le personnage qui est à la fois secondaire, mais qui agit plutôt comme un révélateur en quelque sorte, qui est John Baez, donc elle avait un goût prononcé, une admiration prononcée depuis son adolescence, c'est ça? Probablement, oui, ouais. La cite comme une de ses sources d'inspiration. Très bien. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme point commun? Il y en a beaucoup. Mais quels sont les principaux points communs? Moi, j'ai lu Une expérience de la liberté. Une chose qui m'a beaucoup intéressé, et je vais vous laisser la parole, mais c'était surtout un regard aussi sur une Amérique en transformation. John Baez a vu le 60-70, la guerre du Vietnam, tout un passage quand même qui s'affirmait, et Lana Del Rey voit une période où les États-Unis ont quand même réussi à élire Trump. Comment vous les reliez? Alors il y a en effet ce goût pour la liberté, cette appétence pour la liberté, cette envie de ne pas être mis dans une seule case, puisque Lana Del Rey chante, fait de la poésie, Joan Baez chante maintenant plus, mais elle peint. Et puis il y a ce regard sur les États-Unis, critique, une certaine nostalgie d'une Amérique rêvée, passée, un peu plus belle que ce qu'elle est aujourd'hui, qui prend des formes différentes, puisque Joan Baez, elle s'est engagée. Lana Del Rey, c'est différent, mais dans ses chansons, on sent émerger quand même des critiques, une critique assez vive de ce que sont les États-Unis. Donc elles ont ce regard critique en commun, qui, on peut supposer, peut expliquer aussi pourquoi elles se sont retrouvées en tant qu'artistes et qu'elles ont eu envie de chanter sur scène ensemble. Rappelons pour Joan Baez, au-delà d'être la compagne du grand Bob Dylan, qu'elle a été un grand soutien du regretté pasteur Martin Luther King. Il y a un autre point quand même qui les travaille, avec des années de différence, c'est-à-dire Joan Baez, je n'ai pas calculé, mais doit avoir 40 ans de plus qu'elle, ou 50 ans, je ne sais pas. Mais il y a quand même une recherche de l'identité, il y a une difficulté non pas à se supporter, quoique quand on voit Elisabeth jeune qui sombre dans l'alcool, on sent qu'il y a la difficulté de devenir ce qu'elle est appelée à être, c'est ça? C'est un autre point commun qu'elles ont, c'est que assez jeunes, toutes les deux, elles ont été confrontées entre guillemets au succès et à tout ce que ça charrie de difficultés, de renvoi, de rapport à l'image, de rapport au label aussi. Joan Baez, à un moment, dit « bah oui, à un moment, on voulait me faire faire des choses que je n'avais pas forcément envie de faire ». Comment on garde le pouvoir? Quand on est une jeune femme, ce n'est pas forcément évident. Lana Del Rey a été, comme je disais, soupçonnée d'être une créature inventée par les labels, ce qu'elle n'était pas. Donc elles se sont confrontées toutes les deux à ça. Et puis, il y a cette construction d'une carrière sur la durée. Alors, Lana Del Rey n'a encore qu'au début, mais elle continue son chemin, elle fait des albums qui ne sont pas toujours évidents, elle impose ses choix. Voilà, donc il y a des chemins qui se tracent intéressants à comparer et peut-être des échos entre leurs parcours. Peut-être que votre vision sera renforcée par l'avenir. On verra bien dans 10 ou 20 ans. Lana Del Rey, on voit quand même, elle se frappe au réel. Et il y a une chose quand même que j'ai notée, un peu étonnante, c'est que jamais ça ne déraille. C'est-à-dire l'alcool, bon, elle a des relations, elle papillonne beaucoup, visiblement vous laissez penser qu'elle a même des expériences sexuelles un peu c'est très ouvert, jusqu'à même une séance de fétichisme des pieds. Ça c'est le roman. Ouais, voilà. Alors ça c'est le roman, c'est ça, d'accord. Oui, il y a des aspects du roman. Après, dans ses chansons, elle parle beaucoup d'hommes mûrs. On ne sait jamais si c'est vrai, si elle parle de l'alcool, si ce sont des métaphores. C'est ce qui est aussi intéressant dans ce personnage un peu vaporeux qu'elle crée. On peut imaginer qu'il y a des choses vraies, des choses moins vraies. L'alcool, c'était quand elle était jeune, mais elle en est sortie. Donc tout ça est sous contrôle. C'est vrai qu'elle ne déraille pas au sens où on n'a pas vu des épisodes comme Britney Spears qui se rasait la tête, mais je crois aussi qu'elle utilise ce personnage de Lana Del Rey qu'elle met sur le devant de la scène pour elle, finalement, pour se protéger. Parce qu'à la différence de Joan Baez, elle s'est pris les réseaux sociaux. Je pense que ce qui est beaucoup plus dur aujourd'hui dans la célébrité, c'est ça, qu'elle a pris de plein fouet. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard. On sent quand même qu'il y a des personnes qui lui sont chères et qui la soutiennent beaucoup. Je pense à sa petite sœur,
qui a visiblement un rôle de, comment dirais-je, de support affectif assez fort de ce type de personne, où on sait que quelles que soient les choses qui arrivent, on pourra toujours compter sur elle. Mais un autre personnage, dès le début, retient l'attention, qui est le personnage du jeune Parker. C'est vous qui l'avez inventé? Alors lui, il est inventé. Vous l'avez inventé? Lui, c'est dans le jeu de pistes que j'ai créé avec le roman, d'emprunter des personnages de l'univers de David Lynch, puisqu'elle fait beaucoup référence à lui pour le personnage de Lana Del Rey qu'elle a créé. Cette image de l'Amérique un peu étrange qu'on a dans Twin Peaks, le personnage du nain, on est complètement chez David Lynch. Donc il y a quelques personnages comme ça secondaires qui là sont vraiment des emprunts pour faire vivre ce personnage lynchien qu'elle-même. Oui, le nain, c'est comment ça s'appelle? C'était Michael J. Anderson, c'est ça? Le nain dans Twin Peaks, ouais, je ne connais pas le nom de l'acteur, mais c'est possible. Alors c'est un point, là on touche un point intéressant parce que j'ai trouvé le traitement stylistique vif. Le rythme enlevé, ça se lit très bien. Et je pense qu'une des forces de votre écriture, c'est qu'elle a trouvé la bonne tonalité pour traduire le sentiment intérieur qui habite Elisabeth. C'est-à-dire que votre phrasé même est en résonance avec ce sentiment interne d'Elisabeth que vous voulez souhaiter avant qu'elle ne devienne cette grande chanteuse. Ça, c'est très réussi. Et vous enveloppez ce mouvement existentiel par une touche de fantastique hypnotique, un soupçon d'une étrangeté merveilleuse, ou comme disait Freud, d'une étrangeté non pas merveilleuse. Et on sent un goût prononcé pour David Lynch, je crois d'ailleurs que vous le citez à la fin. J'ai pensé, pour cette période à New York, j'ai pensé à Mulholland Drive, notamment. Il y a beaucoup de passages oniriques. À un moment, elle prend quand même pendant des jours et des jours des milkshakes avec une bûche. Il y a des choses même encore plus étranges. La frontière entre le liseré du bois et de la maison où elle habite, ça fait un petit peu sexualité cadavérique. Ça fait pas, on peut chercher beaucoup de choses. Et elle rencontre une personne, et j'aimerais bien que vous nous la présentiez, une personne qui est une sorte, non pas de pitié, mais de voyante. Qui est-elle? L'avez-vous inventée? À partir de quoi l'avez-vous créée? Parce qu'elle est pas mal, elle me fait penser un peu à Matrix aussi. Alors, on revient chez David Lynch. Dans Lana Del Rey, elle dit à plusieurs moments qu'elle a eu des moments dans sa vie où elle errait un peu dans New York, etc. Donc c'est là où je me suis engouffrée dans cette brèche pour mettre le roman et imaginer ses errances. Et il y a cette figure de femme, en effet, qui revient, qu'elle appelle la femme écarlate, que là, j'ai complètement emprunté à David Lynch, puisque c'est lui qui a vu une dame écarlate quand il était jeune. Il raconte dans sa biographie qu'il a vu cette femme à un moment qui errait dans sa banlieue typiquement américaine, nue, une figure qui l'a vraiment marquée. Et quand on voit son cinéma, on comprend bien comment ça a pu l'influencer. Et voilà, et donc telle Alice au pays des merveilles, Elizabeth Grant se glisse un peu dans l'univers lynchien comme ça. Et cette figure-là, on peut y voir beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de symbolisme dans son univers, dans tout ce qui est de la mythologie américaine, qu'il y a aussi chez David Lynch. Et elle, on peut y voir une Desperate Housewife, on peut y voir une femme qui se cherche, une femme emprisonnée dans le modèle de la bonne femme au foyer. Voilà, donc l'idée c'était de glisser ça aussi dans le livre. L'envers du décor. L'envers du décor. Ok, on voit donc à un autre moment cette femme, par contre une autre femme qui elle très campée, qui va lui dire son avenir. Et oui, alors elle vient d'un poème de Lana Del Rey où elle parle de cette Tessa di Pietro, une voyante. Tessa, c'est ça, Et donc il y a beaucoup de passages du roman qui viennent de ces poèmes en effet, par petites touches comme ça où elle dit qu'elle lui a parlé de son énergie, de son rapport aux autres. Et c'est très très fort dans sa poésie ce passage-là. Donc je me suis prêtée à imaginer cette rencontre en effet avec cette voyante qui a pu la guider, lui donner quelques indications. Alors, dans les moments un petit peu lynchiens, pour les appeler comme ça, la majeure partie est donc inventée. Ce sont des intrants imaginaires. Voilà, tout ce qui est les grandes dates, les grands faits biographiques sont inspirés de sa vraie vie. Et puis les interstices, les moments de dialogue, là on est dans le roman et où David Lynch s'invite. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que finalement, en donnant une lecture quand même au final assez polie, parce qu'en fait elle ne déraille jamais,
Ça ne déraille jamais, votre biographie. Il n'y a pas des moments de rupture grave. Et en même temps, en lui conférant cette dimension fantastique qu'elle méprise, est-ce que vous ne contribuez pas à faire la biographie qu'elle aurait souhaité elle-même, si vous voulez, que Lana Del Rey, comme princesse pop solaire, mais avec un passé clair-obscur, est-ce que vous ne faites pas de la biographie rêvée pour elle, hein, mais par contre pas objective? Alors, c'est pas une biographie, c'est vraiment un roman. Donc, il y a beaucoup de choses projetées, forcément. Je ne sais pas si ce serait sa biographie rêvée. Peut-être qu'elle voudrait quelque chose de beaucoup plus trash. Ou, en tout cas, c'est un personnage dans ce livre-là, comme Lana Del Rey est un personnage de scène, comme Bob Dylan est un personnage, parce qu'il y a derrière un homme qui ne s'appelle pas Bob Dylan, qui a créé ce comme David Bowie, comme Lady Gaga. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ces célébrités qui nous offrent cette personne-là, qui est réelle, qui est sur scène, et qui en même temps est un personnage. Quand on est romancier, on a forcément envie de s'en emparer pour les mettre dans nos propres histoires. Tout à fait, on ne peut pas résister à une telle biographie. Marie Charelle, comme votre parole est d'or et vos écrits cherchent par une douce hypnose la liberté éclatante qui gît au fond des soleils noirs, nous aimerions vous entendre lire un passage de La fille de Lake Placid. Je vous invite à prendre votre ouvrage et à lire le passage que vous souhaitez. Peindre est une affaire de lumière et cette fille-là capte les éclats du soleil comme aucune créature terrestre. L'astre du jour dessine des cascades d'or dans sa chevelure et sème des paillettes sur le rebondi de ses joues. Des clartés étranges flottent autour de ses courbes. Peindre est une affaire d'ombre et derrière chacun de ses sourires, la nuit est aux aguets. Cette fille-là vibre d'une mélancolie douloureuse, d'une sérénité douce à la fois, équilibre instable offrant une matière folle à l'artiste. Capter ce vertige sera sa quête. Mais par où commencer? Chaque œuvre est un nouveau monde à bâtir, un défi exigeant de ne jamais rien tenir pour acquis. Elle dresse un panneau de bois, ferme les yeux pour laisser la douceur aurorale entrer en elle. Il s'agit de voir ce qui est, ce qui n'est pas, de se mesurer à l'invisible. Elle ajuste le chevalet sur le sol instable. Elle débute par le fond sans s'encombrer des détails foisonnants du jardin. Leur folie l'appelle, mais elle a d'autres projets. Elle attrape un chiffon, le lance à son modèle, le maquillage efface. Celle-ci obéit, frotte un coin de ses paupières pour ôter l'eyeliner. Elle la toise un instant de ses yeux noisettes avec défi. Les mondes qu'elle porte en elle fascinent et attirent l'artiste. Elle est l'une de ces voyageuses de passage qu'elle accepte parfois d'accueillir dans le refuge qu'elle s'est bâti. Voilà. Peindre est une affaire de couleurs et cette fois l'équilibre est parfait. Or de l'aube, pourpre de la nuit, émeraude de la végétation. Le modèle frémit, déesse forte et douce, petite fille altière. Autour d'elle, le jardin prend son souffle avant la chaleur écrasante de la journée. Les fourmis têtent la rosée de la nuit, les fleurs se redressent, le frémissement des ailes d'un oiseau brasse l'air embaumé de jasmin. Le modèle bat des paupières une minute ailleurs, car quelques mots lui viennent à l'esprit. Sois l'œuvre du souffle sacré, sois l'âme que les mondes habitent. Ces phrases sont les siennes, elle ne les a pas seulement écrites, elle les vit. Elles sont sa chair, ses soupirs, ses rêves, sa substance. Seuls ceux qui la connaissent vraiment savent qu'elle n'est pas une poupée factice, pas la chanteuse que certaines prennent encore pour une créature forgée par les satrapes du marketing. Non, elle est poétesse. Je suis née avec dans mon âme un petit morceau de paradis, comme un phénix, une traînée blanche dans le ciel, une longueur d'onde que personne ne vient chercher. Merci Marie Charelle. Merci.